Le problème de la communication moderne n'est pas le manque de mots, mais l'absence d'âme derrière eux. Cette provocation de Carl Jung résonne aujourd'hui plus fort que jamais, à une époque où nous échangeons des milliers de messages, mais touchons rarement les cœurs. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes peuvent captiver des foules avec une simple phrase, tandis que d'autres parlent pendant des heures sans susciter le moindre bâillement d'intérêt? La différence ne réside pas dans ce qu'elles disent, mais dans la manière dont elles accèdent à des couches profondes de la psyché humaine que la plupart ignorent complètement. Jung a révolutionné notre compréhension en révélant que toute communication est, en réalité, une rencontre entre inconscients, une danse invisible, où symboles, archétypes et énergie se reconnaissent bien avant que les mots ne trouvent leur sens. Si vous avez l'impression que vos mots ne génèrent pas l'impact qu'ils devraient, si vous percevez que les gens résistent à vos idées, même lorsqu'elles sont logiques et bien fondées, c'est parce que vous ne communiquez qu'avec 10% du cerveau humain, la partie rationnelle, en ignorant les 90% qui prennent réellement les décisions. Aujourd'hui, vous découvrirez comment éveiller ce pouvoir endormi dans votre communication. Il existe un langage secret que nous parlons tous, mais que peu de gens maîtrisent consciemment. C'est le langage des archétypes, des émotions, des symboles qui habitent notre inconscient collectif depuis des millénaires. Lorsque vous apprenez à parler ce langage, vos mots acquièrent un magnétisme presque surnaturel. Les gens se sentent inexplicablement attirés par vos idées, vos arguments deviennent irrésistibles, votre seule présence communique déjà l'autorité et la confiance. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la communication au niveau de l'âme, là où de véritables transformations ont lieu. Dans les prochaines minutes, vous plongerez dans les secrets que Jung a découverts sur la psychologie de la persuasion. Apprendrez comment les archétypes influencent les décisions, maîtriserez l'art de l'écoute qui désarme les résistances et découvrirez comment aligner le corps, l'esprit et l'âme pour créer une présence magnétique. À la fin de cette vidéo, vous ne serez pas seulement quelqu'un qui parle mieux, vous serez quelqu'un dont la communication touche, inspire et transforme des vies. Dans les commentaires, partagez en une phrase quelle a été la découverte la plus percutante que ce début a éveillée en vous. Créons une communauté de communicateurs conscients. Et si vous voulez poursuivre ce voyage de transformation, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car nous partageons chaque semaine des sagesses qui peuvent révolutionner non seulement votre façon de communiquer, mais aussi votre façon de vivre. Il y a un moment de silence avant chaque mot que nous prononçons, un instant où l'esprit décide non seulement quoi dire, mais aussi comment façonner la réalité de l'autre. Carl Jung a observé que notre communication n'est jamais uniquement la nôtre. Elle émerge de l'inconscient collectif, portant des symboles et des archétypes qui transcendent notre intention consciente. Lorsque vous parlez, vous ne transmettez pas seulement de l'information, vous activez des champs énergétiques invisibles dans l'esprit de ceux qui écoutent. C'est comme si chaque mot était une pierre jetée dans un lac tranquille, créant des vagues qui se propagent bien au-delà du point d'impact. Et c'est là que réside le premier secret. Comprendre que toute communication est fondamentalement une rencontre entre deux mondes inconscients. La personne en face de vous n'écoute pas seulement vos mots, elle résonne avec les fréquences émotionnelles que vous émettez, même sans s'en apercevoir. C'est pourquoi certaines personnes nous captivent dès la première phrase, tandis que d'autres nous laissent inexplicablement mal à l'aise. Le cerveau humain traite environ 11 millions de bits d'informations par seconde, mais notre conscience ne peut en gérer que 40. Cela signifie que 99% de ce que nous communiquons se passe sous le radar de la perception consciente. Jung appelait cela le dialogue des ombres, une conversation parallèle où nos aspects inconscients se reconnaissent mutuellement. Quand quelqu'un dit « je ne sais pas pourquoi, mais je fais confiance à cette personne », il répond à cette communication invisible. C'est comme une danse cosmique où des gestes imperceptibles, des micro-expressions et même la qualité du silence entre les mots transmettent des messages plus puissants que le discours lui-même.
Imaginez deux icebergs se rencontrant dans l'océan. Ce que nous voyons à la surface n'est qu'une infime fraction de la masse réelle qui communique dans les profondeurs. Toute interaction humaine fonctionne ainsi. Pendant que nous parlons de la météo ou des affaires, nos inconscients échangent des informations sur le statut, les intentions, les peurs et les désirs. Les neurosciences ont confirmé ce que Jung avait pressenti il y a des décennies. Notre cerveau possède des neurones miroirs qui nous font littéralement ressentir les émotions d'autrui. Lorsque vous parlez avec une colère contenue, la personne en face de vous expérimente des microdoses de cette colère dans son propre système nerveux, même si vous gardez un sourire poli. C'est une sorte de contagion émotionnelle instantanée et inévitable. C'est pourquoi les maîtres de la communication ont appris que l'état interne du communicateur est plus important que les mots choisis. C'est comme essayer de cacher un parfum. Même si vous le niez, la fragrance révèle votre présence. Quand Jésus parlait aux foules, ce n'était pas seulement ses paraboles qui touchaient les cœurs, c'était le champ énergétique de compassion et de présence qui émanait de son être. Les gens le sentaient avant même de comprendre intellectuellement ses enseignements. De la même manière, lorsque vous apprenez à communiquer à partir d'un état interne de calme et d'authenticité, vos mots acquièrent un pouvoir magnétique naturel. Jung a découvert que certains mots fonctionnent comme des clés maîtresses de l'inconscient collectif, éveillant des résonances ancestrales chez ceux qui les entendent. Des mots comme maison, mère, voyage ou éveil portent des symbolismes qui transcendent les cultures et les époques, touchant des couches profondes de la psyché humaine. C'est comme si notre espèce partageait une bibliothèque inconsciente de signification, et que certaines expressions étaient des mots de passe pour accéder à cette sagesse collective. Lorsque vous apprenez à utiliser ces mots archétypaux de manière consciente, votre communication acquiert une qualité presque hypnotique. Les gens se sentent compris à des niveaux qu'ils ne peuvent même pas expliquer. C'est ce qui se passe lorsque nous lisons un poète comme Rumi ou Fernando Pessoa. Leurs mots éveillent en nous des souvenirs d'expériences que nous n'avons peut-être jamais eus consciemment, mais qui vivent endormis dans notre âme collective. Ils savaient que parler à l'esprit rationnel est une chose, parler à l'âme en est une autre, complètement différente. Le véritable pouvoir de la communication persuasive n'est pas de convaincre, mais d'éveiller. Lorsque vous comprenez que chaque personne porte en elle toutes les réponses qu'elle cherche, votre fonction en tant que communicateur se transforme. Vous n'imposez pas de vérité, mais vous créez les conditions pour que la sagesse interne de l'autre s'épanouisse naturellement. C'est comme être un jardinier qui ne force pas la plante à pousser, mais lui offre de la lumière, de l'eau et des nutriments pour qu'elle manifeste son potentiel. Jung disait que les meilleurs thérapeutes n'étaient pas ceux qui avaient toutes les réponses, mais ceux qui posaient les bonnes questions. De la même manière, les communicateurs vraiment puissants sont ceux qui éveillent des intuitions au lieu de simplement transmettre des informations. Ils comprennent que l'esprit humain est naturellement résistant à l'imposition, mais assoiffé de ses propres découvertes. C'est pourquoi, lorsque vous apprenez à planter des graines de réflexion au lieu d'essayer de transplanter des arbres de conviction, votre influence devient non seulement plus efficace, mais aussi plus éthique et durable. Il existe un langage plus ancien que les mots, plus profond que la grammaire. C'est le langage des archétypes que Jung a mis au jour en plongeant dans les profondeurs de la psyché humaine. Lorsque vous parlez, vous ne transmettez pas seulement des concepts. Vous incarnez des personnages universels qui habitent l'imaginaire collectif depuis des millénaires. Le sage qui enseigne, le héros qui inspire, le guérisseur qui accueille, le créateur qui innove. Chacun de ces archétypes porte une fréquence spécifique qui résonne instantanément avec quelque chose de primordial chez celui qui écoute. C'est comme si vous étiez un acteur dans un théâtre cosmique où le public connaît déjà tous les rôles avant même la première réplique. Quand Steve Jobs présentait ses produits, il ne vendait pas seulement de la technologie. Il incarnait l'archétype du magicien, celui qui transforme l'impossible en réalité tangible. Les gens n'achetaient pas des iPhones,
Ils achetaient la promesse de participer à une transformation magique. Et cela se produisait parce que Jobs comprenait intuitivement que notre esprit répond plus aux symboles qu'aux arguments. L'archétype du sage éveille la révérence et la soif d'apprendre. Lorsque vous parlez à partir de cette énergie, vos mots acquièrent un poids et une autorité naturelle, même si vous êtes jeune ou que vous parlez de sujets que vous maîtrisez depuis peu de temps. C'est comme si la sagesse ancestrale elle-même parlait à travers vous. Gandhi n'a jamais été physiquement imposant, mais lorsqu'il prononçait un discours, des millions se prosternaient devant la force archétypale qu'il canalisait. Le secret réside dans la posture interne. Le sage parle avec humilité, reconnaissant qu'il n'est qu'un canal pour quelque chose de plus grand que lui-même. Ses mots coulent avec la naturalité d'une rivière, sans hâte, sans égo, sans besoin d'impressionner. Il sait que la vérité a sa propre vie et n'a pas besoin d'être forcée. Lorsque vous apprenez à accéder à cet archétype, vous remarquez que les gens commencent à vous demander spontanément votre opinion, à valoriser vos conseils et à se sentir nourris après des conversations avec vous. C'est un magnétisme silencieux qui attire non par la performance, mais par l'authenticité de la sagesse qui transparaît à travers vos mots. Le héros, quant à lui, éveille le courage endormi chez les gens. Lorsque vous parlez à partir de cet archétype, vos mots deviennent des appels à l'action, des invitations pour que les autres éveillent leur propre bravoure intérieure. C'est l'énergie qui palpitait en Martin Luther King lorsqu'il proclamait « I have a dream » ou en Churchill lorsqu'il promettait du sang, de la sueur et des larmes. Le héros ne minimise pas les difficultés, il les transforme en opportunités de croissance. Ces mots portent une qualité épique, comme si chaque défi était un dragon attendant d'être vaincu. Les personnes qui maîtrisent cet archétype peuvent motiver des équipes découragées, inspirer des changements dans des organisations stagnantes et éveiller des potentiels endormis. Elles savent que nous portons tous un héros intérieur qui attend le bon appel pour s'éveiller. C'est pourquoi les histoires de dépassement nous émeuvent tant. Elles activent notre propre voyage héroïque. Lorsque vous apprenez à parler comme un héros, vous ne communiquez pas seulement. Vous convoquez une expédition vers l'extraordinaire. Et les gens le sentent viscéralement, comme si leurs cellules s'éveillaient à une aventure qui a toujours attendu de commencer. L'archétype du guérisseur transforme votre communication en baume pour les blessures invisibles. C'est l'énergie maternelle qui accueille, comprend et cicatrise à travers les mots. Lorsque vous parlez à partir de cet endroit, les gens se sentent en sécurité pour être vulnérables, pour confesser leurs peurs et partager leurs douleurs les plus intimes. C'est comme si votre présence créait un champ sacré où la guérison devient possible. Oprah Winfrey maîtrisait cet art. Ses interviews se transformaient en rituels de guérison collective où des millions de personnes se reconnaissaient et se sentaient moins seules dans leur lutte. Le guérisseur ne juge pas, il témoigne. Il n'offre pas de solution toute faite, il crée un espace pour que la solution émerge naturellement de la souffrance elle-même. Ces mots coulent comme de l'eau tiède sur des plaies desséchées, apportant soulagement et espoir. Lorsque vous apprenez à accéder à cet archétype, vous remarquez que les gens commencent à s'ouvrir à vous de manière surprenante. Des secrets gardés pendant des décennies émergent naturellement dans vos conversations. C'est comme si vous portiez une clé maîtresse pour les cœurs verrouillés, non par l'invasion, mais par l'amour inconditionnel qui transparaît dans chaque mot. Le véritable maître de la communication ne se limite pas à un seul archétype. Il les utilise comme un chef d'orchestre conduit un orchestre, sachant exactement quand chaque énergie doit être activée. Avec des enfants, il éveille le joueur. Avec des leaders en crise, le sage. Avec des équipes démotivées, le héros. C'est comme s'il possédait une garde-robe psychologique infinie, où chaque situation demande une tenue différente. Jung a observé que les grands communicateurs de l'histoire étaient, en fait, des chamans modernes, des êtres capables de transiter entre les mondes archétypaux et de traduire ces énergies en langage humain. Ils comprennent que chaque personne porte tous les archétypes en elle,
mais que certains sont plus éveillés que d'autres. Lorsque vous apprenez à reconnaître quel archétype est le plus actif chez votre interlocuteur, vous pouvez parler directement à cette énergie, créant une résonance instantanée. C'est comme syntoniser la bonne fréquence radio. Soudain, la communication devient cristalline, profonde et transformatrice. Et le plus beau, c'est que cette compétence ne s'apprend pas seulement avec l'esprit. Elle s'éveille à travers la pratique consciente et la plongée dans sa propre profondeur psychologique. Il existe un thermomètre invisible dans chaque conversation. Il ne mesure pas la température de l'air, mais le climat émotionnel que vous créez avec votre présence. Daniel Goleman a révolutionné notre compréhension en révélant que l'intelligence émotionnelle est plus déterminante pour le succès que le QI. Mais Jung l'avait déjà pressenti des décennies plus tôt. Notre capacité à naviguer dans les eaux émotionnelles, à la fois les nôtres et celles des autres, définit la qualité de notre existence. Lorsque vous développez cette compétence, chaque rencontre se transforme en une danse délicate où vous guidez sans forcer, influencez sans manipuler, inspirez sans prêcher. C'est comme être un plongeur expérimenté qui connaît les courants profonds de l'océan émotionnel. Vous ne luttez pas contre les vagues, vous les chevauchez avec élégance. Les personnes émotionnellement intelligentes ont une présence magnétique parce qu'elles créent une sécurité psychologique autour d'elles. Elles sont comme des feux de camp par des nuits froides. Les gens s'approchent naturellement, cherchant la chaleur et la lumière qui émanent. Il est fascinant d'observer comment quelqu'un avec une grande intelligence émotionnelle transforme les conflits en opportunités de connexion, les résistances en ouvertures au dialogue. Elles comprennent que derrière chaque émotion se trouve un besoin non satisfait, un désir d'être vu, compris, valorisé. La première étape pour maîtriser cet art est de développer la conscience émotionnelle, la capacité de reconnaître vos propres émotions au moment où elles émergent. C'est comme avoir un système d'alarme interne qui vous avertit lorsque l'irritation se transforme en colère, lorsque l'inquiétude se transforme en anxiété, lorsque l'enthousiasme devient une euphorie incontrôlée. Et Jung disait que ce que nous ne portons pas à la conscience nous gouverne comme un destin, et c'est particulièrement vrai pour les émotions. Lorsque vous parvenez à nommer ce que vous ressentez, je me rends compte que je deviens impatient parce que je veux être compris rapidement. Vous créez un espace entre l'impulsion et l'action. C'est dans cet espace sacré que naît le choix conscient. Au lieu de réagir automatiquement, vous pouvez répondre de manière intelligente. Imaginez combien de discussions inutiles, de relations blessées, d'opportunités perdues pourraient être évitées si nous nous arrêtions simplement 2 secondes pour nous demander « Qu'est-ce que je ressens en ce moment et qu'est-ce que cela révèle sur mon besoin ?» La deuxième dimension est l'empathie, cette capacité presque télépathique de sentir le monde émotionnel de l'autre. Mais la véritable empathie n'est pas de souffrir avec l'autre, c'est de comprendre sans juger, de sentir sans se perdre. C'est comme être un miroir limpide qui reflète l'émotion de l'autre sans distorsion. Quand quelqu'un arrive irrité à votre bureau, au lieu de vous défendre ou de contre-attaquer, vous pouvez dire « Je vois que quelque chose vous a profondément contrarié. Voulez-vous partager ce qui s'est passé ?» Cette simple validation émotionnelle désarme les résistances plus rapidement que n'importe quel argument logique. Le neuroscientifique Antonio Damasio a découvert que les décisions purement rationnelles sont en fait impossibles. Il y a toujours une composante émotionnelle qui influence nos choix. Lorsque vous reconnaissez et honorez les émotions de l'autre, vous parlez directement au centre de commande des décisions humaines. C'est pourquoi les vendeurs exceptionnels ne vendent pas de produits. Ils vendent des états émotionnels. Les leaders inspirants ne commandent pas par la peur. Ils mobilisent par le sens. La maîtrise suprême de l'intelligence émotionnelle dans la communication est la capacité de transformer les états émotionnels, les vôtres et ceux des autres. C'est comme être un alchimiste des émotions, capable de transmuer le plomb en or, l'anxiété en enthousiasme, la résistance en collaboration. Cela ne signifie pas manipulation, mais élévation consciente de l'énergie de la rencontre. Lorsque vous arrivez dans un environnement tendu et que vous parvenez,
grâce à votre présence calme et à des mots prudents, à transformer l'atmosphère en quelque chose de plus constructif. Vous exercez une forme de leadership émotionnel. Nelson Mandela était un maître de cet art. Il a transformé des décennies de haine raciale en espoir collectif grâce à sa capacité à embrasser les émotions les plus sombres et à les transmuer en possibilités lumineuses. La clé est de d'abord maîtriser vos propres tempêtes intérieures pour ensuite devenir un phare de stabilité émotionnelle pour les autres. Lorsque vous apprenez cet art, vos mots acquièrent un pouvoir de guérison, vos silences deviennent éloquents, votre seule présence communique déjà la sécurité et la possibilité. C'est la différence entre simplement parler et véritablement toucher des âmes. Le plus grand paradoxe de la communication persuasive est qu'elle commence par le silence. Non pas le silence vide de l'absence, mais le silence fertile de la présence totale. Jung a observé que nous écoutons rarement vraiment. La plupart du temps, nous attendons simplement notre tour de parler, préparant mentalement notre réponse pendant que l'autre s'exprime encore. C'est comme essayer de remplir un verre qui est déjà plein. C'est impossible. L'écoute active est un art chamanique où vous videz complètement votre verre mental pour recevoir l'autre dans toute sa complexité. Lorsque vous écoutez non seulement les mots, mais aussi les silences entre eux, les hésitations qui révèlent des doutes, les accélérations qui trahissent des passions, vous lisez la partition complète de l'âme humaine. Il est fascinant de voir comment les gens qui se sentent vraiment écoutés deviennent instantanément plus réceptifs, plus coopératifs, plus disposés à envisager de nouvelles perspectives. Ils baissent leurs défenses parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas à se battre pour être vus. L'écoute active crée un champ magnétique invisible qui attire la confiance et l'ouverture de manière presque magique. Écouter activement, c'est comme être un détective émotionnel qui enquête non seulement sur ce qui est dit, mais surtout sur ce qui n'est pas dit. Chaque pause porte une information, chaque changement de ton révèle un état interne, chaque geste inconscient traduit une émotion non exprimée verbalement. Quand quelqu'un dit « je vais bien » avec une voix légèrement tremblante et les épaules contractées, vous recevez deux messages simultanés. Et c'est le second qui contient généralement la vérité la plus profonde. Le maître de l'écoute active développe une sensibilité presque surnaturelle pour capter ces nuances. C'est comme avoir un radar émotionnel qui détecte des fréquences imperceptibles pour la plupart des gens. Les thérapeutes expérimentés savent que souvent la guérison se produit non pas grâce à leurs interprétations brillantes, mais simplement parce que le patient se sent profondément écouté pour la première fois de sa vie. Lorsque vous offrez cette qualité de présence à quelqu'un, vous lui faites l'un des cadeaux les plus rares et les plus précieux, votre attention complète et sans jugement. C'est un acte d'amour déguisé en technique de communication. La véritable écoute active exige que vous fassiez taire temporairement votre ego, cette voix interne qui veut impressionner, corriger, conseiller ou se défendre. C'est comme méditer les yeux ouverts, en maintenant une attention pleine et sans intention pendant que l'autre se révèle. Jung appelait cela l'attention flottante, un état où vous êtes simultanément détendu et alerte, réceptif et concentré. Dans cet état, vous commencez à percevoir des schémas qui échappent à l'analyse superficielle. Comment la personne évite certains sujets, quels mots elle utilise de manière répétée, quelles métaphores émergent naturellement dans son discours. C'est comme si vous lisiez le code source de la personnalité de l'autre. Les grands négociateurs savent que celui qui parle le premier dans une négociation perd généralement, car il révèle ses cartes avant de connaître celles de l'adversaire. Mais le véritable pouvoir est d'écouter avec une telle profondeur que la personne se sent comprise à des niveaux qu'elle-même ignorait. Lorsque cela se produit, elle devient naturellement plus réceptive à vos idées, car elle sent que vous la voyez vraiment. C'est une forme de leadership invisible où vous influencez par la reconnaissance et la validation. La maîtrise suprême de l'écoute active est de pouvoir entendre non seulement ce que la personne dit sur le sujet, mais ce qu'elle révèle sur elle-même à travers le sujet. Quand quelqu'un se plaint de la circulation, il peut parler de son besoin de contrôle. Quand il critique son patron,
Il peut exprimer sa peur de ne pas être valorisé. Quand il évite de parler de relations, il peut protéger une blessure non cicatrisée. C'est comme être un archéologue émotionnel, découvrant des couches de signification enfouies sous le discours superficiel. Cette compétence vous transforme en quelqu'un d'irrésistible à qui parler, car les gens repartent des rencontres avec vous en se sentant plus clairs sur eux-mêmes. Ils ne peuvent pas expliquer exactement ce qui s'est passé, mais ils savent que quelque chose d'important s'est déplacé dans leur âme. C'est ce qui se passe lorsque vous écoutez non seulement avec les oreilles, mais avec tout votre être, avec le cœur qui ressent, avec l'intuition qui perçoit, avec la sagesse qui comprend. À ce niveau d'écoute, vous ne communiquez pas seulement. Vous participez à un rituel sacré où deux âmes se reconnaissent mutuellement. Et c'est de cette communion profonde que naît la véritable persuasion. Non pas celle qui gagne des arguments, mais celle qui touche les cœurs et transforme des vies. Votre corps est un orateur plus éloquent que votre bouche. Il parle un langage primitif et universel qui précède toute langue. Un langage que Jung reconnaissait comme une manifestation directe de l'inconscient. Chaque geste, chaque micro-expression, chaque altération de la posture est un mot dans ce vocabulaire ancestral que nous comprenons tous intuitivement, même sans éducation formelle. Il est fascinant de voir comment, en seulement 7 secondes de rencontre, avant même que vous n'ouvriez la bouche, la personne a déjà formé 93% de son impression sur vous, basée exclusivement sur votre langage corporel et le ton de votre voix. C'est comme si notre corps était un livre ouvert qui raconte notre histoire émotionnelle en temps réel. Notre confiance se révèle dans la fermeté des pas. Notre anxiété transparaît dans les mains agitées. Notre sincérité brille dans le contact visuel direct. Les maîtres de la communication ont appris que conquérir les esprits est secondaire. Il faut d'abord conquérir le système nerveux de l'autre grâce à la cohérence entre votre langage verbal et corporel. Lorsqu'il y a un alignement total entre ce que vous dites et la manière dont votre corps l'exprime, vous générez une crédibilité magnétique qui désarme les résistances avant même qu'elles ne se forment complètement. Les neurosciences ont révélé que notre cerveau limbique, la région des émotions, traite les informations corporelles 500 fois plus vite que le cortex rationnel. Cela signifie que les gens sentent votre énergie bien avant de comprendre vos mots. Et cette première impression viscérale influence considérablement la façon dont ils interpréteront tout ce que vous direz ensuite. C'est comme si votre corps était un émetteur émotionnel envoyant constamment des signaux sur votre état interne, confiance ou insécurité, ouverture ou défensive, authenticité ou théâtralité. Quand Obama prononçait un discours, ce n'était pas seulement ses mots qui inspiraient, c'était la verticalité sereine de sa posture, l'amplitude contrôlée de ses gestes, le rythme lent qui transmettait une réflexion profonde. Son corps communiquait le leadership avant que sa bouche n'articule des politiques. Jung a observé que l'inconscient ne ment jamais, et le corps est sa manifestation la plus honnête. C'est pourquoi vous pouvez essayer de masquer votre nervosité avec des mots confiants, mais vos mains tremblantes trahiront la vérité. Vous pouvez feindre l'intérêt avec des phrases polies, mais vos yeux perdus révéleront l'ennui. La clé est de d'abord harmoniser votre état interne pour que votre corps exprime naturellement l'énergie que vous souhaitez transmettre. Il existe une danse subtile entre vous et votre interlocuteur, une chorégraphie inconsciente où vous vous faites le miroir de gestes, synchronisez vos respirations et ajustez vos postures dans un ballet invisible de connexion. Jung appelait cela la résonance inconsciente, et vous pouvez apprendre à la diriger consciemment. Lorsque vous vous faites discrètement le miroir de la posture de quelqu'un, vous communiquez sur une fréquence primitive. Nous sommes de la même tribu, vous êtes en sécurité avec moi. C'est comme syntoniser la même chaîne de radio. Soudain, la communication circule avec moins de résistance. Mais attention, le mimétisme mécanique est perçu comme de la manipulation et génère de l'inconfort. Le vrai mimétisme naît de l'empathie sincère, lorsque vous vous connectez si profondément à l'état de l'autre que vous vous déplacez naturellement
en harmonie avec lui. Les vendeurs intuitifs le font sans réfléchir. Ils sont plus détendus avec des clients décontractés, plus formels avec des cadres sérieux, plus enthousiastes avec des acheteurs animés. Ce n'est pas de l'imitation, c'est de l'adaptation empathique. Lorsque vous maîtrisez cet art, vous pouvez littéralement toucher les gens à travers l'espace, créant des sensations de proximité et de confiance sans jamais envahir leur espace personnel physique. Le pouvoir suprême du langage corporel conscient est la capacité d'induire des états émotionnels par sa propre présence. Lorsque vous apprenez à utiliser votre respiration pour irradier le calme, votre posture pour projeter la confiance, vos gestes pour créer de l'amplitude et vos yeux pour transmettre une présence totale, vous devenez un chef d'orchestre des émotions des autres. C'est comme être un diapason humain qui résonne sur la fréquence que vous choisissez consciemment. Gandhi pesait moins de 50 kilos, mais sa présence arrêtait les foules car son corps émanait une autorité morale inébranlable, dos droit portant des décennies de détermination, mains sereines qui n'ont jamais connu la violence, yeux qui avaient vu au-delà des illusions de l'ego. Ce n'était pas de la théâtralité, c'était de l'authenticité cristallisée en gestes. Lorsque vous alignez complètement votre corps avec vos valeurs les plus profondes, chaque mouvement devient un acte de leadership silencieux. Les gens le sentent instinctivement et répondent avec un respect automatique. C'est la différence entre vouloir paraître fiable et être vraiment fiable. La première est une performance, la seconde est une présence. Et la présence authentique est l'aimant le plus puissant qui existe pour attirer les cœurs et les esprits dans n'importe quelle situation de communication. Il y a une magie ancestrale dans les histoires. Elles sont la technologie la plus ancienne de l'humanité pour transmettre la sagesse, éveiller les émotions et façonner les réalités. Jung a découvert que notre psyché est naturellement structurée en récits archétypaux. Nous sommes tous des héros de notre propre voyage, affrontant des dragons intérieurs et cherchant des trésors d'accomplissement de soi. Lorsque vous apprenez à communiquer à travers des histoires, vous parlez directement au langage natif de l'âme humaine. Il est fascinant d'observer comment une salle remplie de personnes distraites se transforme instantanément lorsque quelqu'un commence par « Il était une fois » ou « Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé hier ». C'est comme si un interrupteur était activé dans le cerveau collectif, activant un mode d'attention primitif et total. Les neurosciences ont confirmé que les histoires libèrent de l'ocytocine, l'hormone de la connexion, ce qui fait que les auditeurs se sentent littéralement plus proches du narrateur. C'est pourquoi les grands leaders ne gouvernent pas par des décrets, mais par des récits qui donnent un sens aux actions. Ils comprennent que les faits informent, mais que les histoires transforment. L'anatomie d'une histoire puissante suit une architecture émotionnelle précise. Elle commence par un protagoniste auquel on peut s'identifier, confronté à un conflit significatif, traverse une vallée de difficultés qui génère de la tension et culmine par une résolution qui offre des révélations transformatrices. C'est comme des montagnes russes émotionnelles où vous guidez l'auditeur à travers des hauts et des bas calculés pour maximiser l'impact. Jésus le savait lorsqu'il créait des paraboles, des histoires simples qui portèrent des vérités complexes. Le fils prodigue, le bon samaritain, le semeur. Chaque récit était un véhicule parfait pour transporter des enseignements profonds de manière mémorable et émouvante. Le secret est de commencer par des détails spécifiques qui créent une immersion sensorielle. C'était un froid mois de janvier à Paris, le genre de froid qui vous coupe la peau. Immédiatement, l'auditeur est transporté dans ce décor et devient un participant actif de l'expérience. Lorsque vous maîtrisez cette technique, vos présentations cessent d'être des monologues informatifs et se transforment en voyages partagés où le public vit l'histoire avec vous. C'est la différence entre raconter une expérience et faire en sorte que les autres la vivent à travers vos mots. Les métaphores sont des ponts invisibles qui relient le connu à l'inconnu, transformant des concepts abstraits en images concrètes que l'esprit peut visualiser et que le cœur peut ressentir.
Jung utilisait constamment des métaphores thérapeutiques car il savait que les changements profonds se produisent d'abord dans l'imaginaire avant de se manifester dans la réalité. Lorsque Steve Jobs a décrit l'ordinateur comme un vélo pour l'esprit, il ne se contentait pas d'expliquer une fonctionnalité, il créait une nouvelle façon de percevoir la technologie. La métaphore a activé des millions d'imaginations, permettant aux gens de visualiser des possibilités auparavant inimaginables. C'est comme être un traducteur entre les mondes. Vous prenez quelque chose de complexe et vous l'habillez avec des vêtements familiers. Un thérapeute expérimenté n'explique pas le traumatisme. Il parle de blessures qui ont besoin de temps pour cicatriser. Un coach ne discute pas des objectifs. Il invite à escalader des montagnes personnelles. Lorsque vous développez un riche répertoire de métaphores, vous pouvez transformer n'importe quel concept aride en une image vivante. C'est la différence entre enseigner la résilience et peindre le tableau d'un bambou qui se plie dans la tempête, mais ne se brise jamais. La maîtrise suprême du récit persuasif est la capacité de faire de l'auditeur le protagoniste de l'histoire que vous racontez. Au lieu de parler des transformations des autres, vous créez des scénarios où la personne se voit vivre cette possibilité. C'est comme être un réalisateur de cinéma mental, où chaque auditeur est simultanément l'acteur principal et le public de sa propre métamorphose. Lorsque Martin Luther King a déclaré « I have a dream », il ne partageait pas seulement une vision personnelle. Il invitait des millions de personnes à devenir co-auteurs de ce rêve collectif. Chaque personne dans le public pouvait se voir participer à cette réalité future. Les techniques de programmation neurolinguistique ont révélé que lorsque vous utilisez un langage inclusif, imaginez-vous, sentez ce que ce serait si... Visualisez le moment où vous programmez littéralement des expériences futures dans l'inconscient des autres. C'est une forme éthique d'hypnose conversationnelle où vous plantez des graines de possibilités qui germeront naturellement dans la vie de l'auditeur. Lorsque quelqu'un quitte une conversation avec vous en se sentant inspiré à prendre une action spécifique, c'est parce que vous avez réussi à faire en sorte que cette personne se voit comme le protagoniste d'une histoire de réussite. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une co-création consciente de futurs possibles grâce au pouvoir alchimique des mots transformés en vision. L'esprit humain est comme un royaume avec deux souverains éternellement en tension. La raison qui analyse et l'émotion qui ressent, chacune revendiquant la suprématie sur les décisions qui façonnent notre existence. Jung a compris que la sagesse ne consiste pas à choisir un camp, mais à orchestrer une danse harmonieuse entre ces deux intelligences. Lorsque vous parlez uniquement à l'esprit rationnel, vous offrez des informations qui peuvent être contestées, comparées, rejetées. Lorsque vous parlez uniquement au cœur émotionnel, vous éveillez des sentiments qui peuvent être volatiles, passagers, incohérents. Mais lorsque vous apprenez à tisser la logique et l'émotion dans un même récit, vous créez une force de persuasion presque irrésistible, comme une corde à deux brins qui est infiniment plus solide que chaque brin seul. Il est fascinant d'observer comment les grands orateurs de l'histoire maîtrisaient cet art. Churchill présentait des données précises sur la guerre enveloppées dans un langage épique qui enflammait les cœurs patriotiques. Einstein expliquait la relativité à travers des métaphores poétiques qui rendaient l'abstrait tangible. Il savait que convaincre est un acte de séduction intellectuelle où il faut simultanément satisfaire la soif de logique et nourrir la faim de sens qui habite chaque être humain. Le cerveau traite l'émotion 20 fois plus rapidement que la logique. Cela signifie que les gens ressentent d'abord vos idées avant d'y réfléchir. C'est comme si l'émotion était le portier qui décide si la raison aura la permission d'entrer. C'est pourquoi les communicateurs magistraux commencent toujours par créer un état émotionnel réceptif avant de présenter des arguments rationnels. Ils savent qu'un cœur fermé rend l'esprit imperméable aux meilleures preuves. Steve Jobs ne commençait pas ses présentations par des spécifications techniques. Il commençait par parler de rêves de changement, du désir humain de créer et de se connecter. Ce n'est qu'après avoir éveillé cet état émotionnel qu'il révélait comment la technologie pouvait réaliser ses aspirations.
c'est comme préparer le sol avant de planter. Il faut d'abord ramollir la terre de la résistance avec les eaux de l'empathie avant de semer les graines de la logique. Lorsque quelqu'un est émotionnellement aligné avec vous, vos arguments rationnels rencontrent un esprit non seulement ouvert, mais assoiffé de confirmation logique de ce qu'il ressent déjà comme vrai. C'est pourquoi les meilleures décisions ne sont pas prises uniquement avec la tête, ni uniquement avec le cœur, mais à travers une conversation intime entre ces deux sagesses internes. L'art suprême est de savoir quel langage utiliser à quel moment. Quand faire appel aux données et quand faire appel aux valeurs, quand être scientifique et quand être poétique. C'est comme être bilingue émotionnel, maîtrisant à la fois le langage des faits et le langage des sentiments. Avec des ingénieurs, vous pouvez commencer par les chiffres et ensuite montrer l'impact humain de ces chiffres. Avec des artistes, vous pouvez commencer par des visions inspirantes et ensuite démontrer comment les réaliser concrètement. Jung a observé que chaque type psychologique a une porte d'entrée préférée. Les penseurs répondent d'abord à la logique, les sentimentaux au sens, les intuitifs aux possibilités, les sensoriels aux applications pratiques. Les maîtres de la communication développent cette sensibilité radar, identifiant rapidement quelle fréquence doit être activée en premier. C'est comme avoir plusieurs clés dans sa poche et savoir instinctivement laquelle ouvre chaque serrure. L'économiste comportemental Daniel Kahneman a révélé que même les juges, censés être les professionnels les plus rationnels, prennent des décisions radicalement différentes avant et après le déjeuner, prouvant que l'émotion et la logique dansent toujours ensemble, même lorsque nous ne le remarquons pas. Lorsque vous reconnaissez cette danse et apprenez à la diriger consciemment, vos mots acquièrent une force presque hypnotique. L'équilibre parfait survient lorsque vous parvenez à faire sentir à la personne que sa décision est à la fois la plus intelligente et la plus correcte émotionnellement. Lorsque la logique et le cœur parviennent à la même conclusion par des chemins différents. C'est comme deux rivières qui naissent sur des montagnes opposées mais se rejoignent dans le même océan. Dans ce moment magique, la résistance disparaît car il n'y a pas de conflit interne. L'esprit approuve et le cœur célèbre. Gandhi y parvenait en transformant les protestations politiques en actes de dignité morale. Elles étaient à la fois stratégiques et sacrées. Mandela y parvenait en présentant la réconciliation comme une nécessité pratique et un impératif spirituel. Lorsque vous développez cette maîtrise, vous n'avez pas besoin de gagner des débats, vous créez des consensus. Vous n'avez pas besoin de forcer la conviction, vous inspirez des découvertes. C'est la différence entre pousser une pierre en haut d'une montagne et ouvrir des écluses pour que l'eau coule naturellement vers la vallée. Les gens repartent des rencontres avec vous, non seulement en étant d'accord intellectuellement, mais en se sentant viscéralement alignés avec les décisions prises. Ils portent vos idées non comme des impositions externes, mais comme des révélations personnelles qui ont émergé de l'harmonie entre leur raison et leur intuition. C'est là que la communication transcende la technique et devient une forme d'art collaboratif où deux consciences se rencontrent pour co-créer des vérités qu'aucune n'aurait découvertes seule. La transformation en communicateur persuasif ne se fait pas par des formules mémorisées, mais par une pratique consciente que Jung appellerait l'individuation communicative, un processus où vous intégrez progressivement tous les aspects de votre personnalité dans une expression authentique et puissante. C'est comme un musicien qui apprend d'abord les gammes séparément, puis les harmonies, jusqu'à ce qu'il improvise enfin des symphonies qui coulent naturellement de son âme. Commencez par l'exercice de la présence totale. Pendant 5 minutes par jour, pratiquez des conversations où votre seul but est de comprendre complètement l'autre personne. Sans juger, sans préparer de réponse, sans vouloir impressionner, écoutez simplement comme si vous étiez un scientifique étudiant une espèce rare et fascinante. Vous serez surpris par la quantité d'informations précieuses qui émergent lorsque vous offrez une attention sincère. C'est comme nettoyer une fenêtre poussiéreuse. Soudain, vous voyez des détails qui ont toujours été là, mais qui étaient invisibles.
Pratiquez également le mimétisme conscient. Observez discrètement comment les gens se sentent plus à l'aise lorsque vous vous faites subtilement le miroir de leur posture, de leur rythme de parole et de leur énergie générale. Ce n'est pas de l'imitation mécanique, mais de la syntonisation empathique, comme deux violons qui résonnent naturellement sur la même fréquence. Développez votre répertoire de métaphores et d'histoires grâce à une pratique que j'appelle la collection de symboles vivants. Tenez un journal où vous notez les images puissantes que vous rencontrez au quotidien. Une feuille résistant au vent, une rivière contournant des pierres, un enfant apprenant à marcher. Jung savait que les symboles sont des ponts entre le conscient et l'inconscient. Et plus votre vocabulaire symbolique est riche, plus vous parlerez avec éloquence à l'âme de l'autre. Chaque semaine, entraînez-vous à raconter la même histoire de 3 manières différentes, une version factuelle, une version métaphorique et une version émotionnelle. C'est comme un chef qui apprend à préparer le même ingrédient de plusieurs façons. Entraînez-vous également à la traduction émotionnelle. Lorsque quelqu'un exprime une idée complexe, entraînez-vous à la reformuler en utilisant des mots qui évoquent des sentiments. Au lieu de dire « c'est logiquement correct », essayez « ça résonne comme une vérité profonde ». Les petits changements linguistiques créent de grands changements d'impact. C'est la différence entre informer et inspirer, entre communiquer et communier. Plus vous pratiquez consciemment, plus ce flux entre les différents registres de communication devient naturel. L'intégration des archétypes jungiens dans votre communication nécessite une pratique délibérée de changement de persona. Consacrez 1 semaine à parler consciemment à partir de l'archétype du sage, lent, réfléchi, offrant des révélations sans se presser. La semaine suivante, explorez le héros, inspirant, courageux, appelant les autres à l'action. Ensuite, pratiquez le guérisseur, accueillant, empathique, créant un espace sûr pour les vulnérabilités. Ce n'est pas de la théâtralité, c'est une expansion consciente de votre gamme d'expression naturelle. C'est comme un acteur qui découvre que tous les personnages vivaient déjà en lui, attendant d'être éveillés. Pratiquez également des exercices de respiration communicative. Avant des rencontres importantes, prenez 3 respirations profondes en visualisant l'état émotionnel que vous souhaitez transmettre. Si vous voulez irradier le calme, respirez en imaginant la sérénité circuler à travers chaque cellule. Si vous voulez inspirer la confiance, respirez en vous connectant à votre force intérieure. Jung disait que l'inconscient répond aux symboles et aux rituels. Ces petits rituels de préparation interne programment votre présence pour l'interaction à venir. C'est comme accorder un instrument avant le concert. La musique qui en émerge est infiniment plus harmonieuse. La maîtrise suprême arrive lorsque vous parvenez à être à la fois stratégique et spontané, préparé et présent, intentionnel et authentique. C'est comme un maître d'arts martiaux qui s'est tellement entraîné que ses mouvements sont devenus des réflexes naturels. Il n'y a plus de séparation entre la technique et l'intuition. Pratiquez l'exercice de la communication sans but. Engagez-vous dans des conversations avec une curiosité sincère pour l'autre, sans chercher à vendre, à convaincre ou à impressionner. Paradoxalement, c'est lorsque nous arrêtons d'essayer de persuader que nous devenons les plus persuasifs, car l'authenticité est l'aimant le plus puissant qui existe. Développez également votre signature communicative, cette combinaison unique de sagesse, d'humour, de présence et de profondeur que vous seul pouvez offrir. Jung disait que l'individuation est de devenir qui nous sommes vraiment, et cela s'applique à la communication. Vous n'essayez pas d'imiter de grands orateurs, mais vous découvrez le grand orateur qui vit déjà en vous. Lorsque vous intégrez enfin toutes ces pratiques dans une expression naturelle et fluide, vous n'utiliserez plus de techniques de communication. Vous serez simplement vous-même dans votre forme la plus éloquente et magnétique. C'est à ce moment-là que la communication cesse d'être une performance et devient une extension naturelle de votre âme qui parle directement à d'autres âmes, créant des ponts de compréhension qui transforment non seulement les conversations, mais des vies entières. Nous arrivons à la fin de ce voyage dans les profondeurs de la communication persuasive.
Mais en réalité, vous ne faites que commencer une nouvelle façon de vous lier au monde à travers les mots. Jung nous a rappelé que la connaissance sans application n'est qu'un divertissement intellectuel. La véritable transformation se produit lorsque vous passez de la théorie à la pratique consciente. Je vous mets donc au défi. Aujourd'hui même, dans votre prochaine conversation, essayez d'appliquer seulement l'une des techniques que vous avez apprises. Cela peut être d'écouter avec une présence totale, d'utiliser une métaphore puissante, ou simplement de respirer avant de parler pour irradier l'état que vous souhaitez transmettre. Observez comment de petits changements dans votre communication créent de grands changements dans les réactions que vous suscitez. Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais que celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et votre communication est le miroir le plus fidèle de votre monde intérieur. Lorsque vous transformez votre façon de vous exprimer, vous transformez votre façon d'exister dans le monde. La question que je vous laisse à méditer est la suivante. Quelle version de vous-même attend de se manifester à travers votre nouvelle éloquence? Dans les commentaires, partagez une phrase qui résume le principal changement que vous vous engagez à faire dans votre communication à partir d'aujourd'hui. Cela pourrait être quelque chose comme « je vais écouter avant d'être écouté » ou « je vais parler à l'âme, pas seulement à l'esprit ». Créons une communauté de personnes engagées dans une communication plus consciente et transformatrice. Si ce contenu a éveillé quelque chose en vous, aimez cette vidéo pour que plus de gens découvrent ces enseignements qui peuvent révolutionner les relations, les carrières et des vies entières. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car je propose chaque semaine des sagesses pratiques qui unissent la psychologie profonde à l'application quotidienne. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui a appris sur la communication aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un qui peut toucher et transformer des vies grâce au pouvoir conscient de vos mots. La question n'est pas de savoir si vous avez cette capacité, mais quand vous déciderez de la manifester pleinement. Le monde attend votre voix authentique et transformatrice.